Notre invité principal ce soir, c'est Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, bonsoir. Bonsoir Thierry Ardisson. Vous êtes ici ce soir sans aucune raison, puisque vous n'avez rien à nous vendre. Pas de livres, pas de pièces, pas de films. Vous savez que foutez en l'air le modèle économique de l'audiovisuel. Oui. Alors, sûr que vous n'êtes pas là pour les filles du premier rang, Nicolas? Je suis toujours là pour les filles du premier rang. Non, je suis là parce que comme tu es quelqu'un de très opportuniste, Oui. pour te fréquenter, il faut absolument faire une émission de télévision avec toi. Oui. Parce que les dîners, tu trouves ça inutile finalement. Oui. Donc à un moment donné, quand tu insistes, je viens et ça me permet de prendre de tes nouvelles. Bon, tu bois pas au moins en ce moment? Tu me parles d'alcool juste derrière mes histoires de télé, etc. T'es vraiment un enculé. T'es vraiment une ordure. Mais je comprends pourquoi tu dures dans le métier. Ouais. Il n'y a que les salopes qui avancent. Tu vas aller loin, alors? Non mais tu sais que c'est une légende, hein. Ah ouais. Je ne me coque pas Ouais. et je ne picole que le vendredi, le samedi, le dimanche, Et le lundi. et le mardi. Non, parce que faut faire attention de ne pas trop boire. Après, on se retrouve dans Voici avec Elsa Silberstein. Hein, fais gaffe. Ça, c'est terrible, ça. Hein, ça, c'est un truc extrêmement horrible. cruel Ouais. et ça ne t'honore pas. J'espère que tu vas perdre une couille pour cette mauvaise vanne. D'accord. Et t'en es où? T'en es où avec Audrey? Ça va très très bien. On est Ça très va bien? amoureux. Ouais. J'aime beaucoup Audrey. Ouais. C'est Mais une femme qui t'a changé, tu sais. Si tu sais pas où T'es t'en devenu es- presque gentil. Si tu sais pas où t'en Ça es. te fait chier que je parle, hein? Si T'as tu envie que sais pas où j'arrête, hein? t'en es- Moi, je vais te parler Si tu d'Audrey sais pendant pas une où heure. t'en es, Ouais. tu sais ce que tu fais, tu lis Voici. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En P2, nous accueillerons Jean-François Kahn. Jean-François nous parlera de son nouveau livre, La catastrophe du 6 mai 2012, publié chez Plomb. C'est le bouquin qui met à mort la pression sur François Hollande, comme si sa femme ne lui suffisait pas. Toujours en P2, nous accueillerons Christophe Ondelat. Wow. Christophe nous révélera qu'en fait, il a quitté RTL parce qu'on lui demandait de faire le jingle RTL à la trompette toutes les heures et qu'il en avait marre. Enfin, en P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Pierre Piccinine, historien, spécialiste de la Syrie, qui a changé d'avis sur Bachar el-Assad. C'est là qu'on remarque qu'un public est bien payé, c'est quand ils applaudissent quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Voilà. Ça, je trouve ça formidable. Voilà, c'est un mec qui aimait bien Bachar el-Assad, puis après il a été torturé par Bachar el-Assad, et maintenant il l'aime plus. Oui, c'est le moment où je vais fermer ma gueule et où je vais prendre un regard un peu sensible Voilà. et légèrement ému. En pensant à mes impôts. Comment s'appelle l'émission? Salut les terriens. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Nicolas Bedos, Oui. rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes J'ai envie comme- de rigoler avec toi. Mais oui, J'ai mais- pas du tout envie que tu fasses ta petite interview de merde. Mais on va la J'ai envie de faire. m'amuser avec On toi. va la faire. J'ai pas fait de la télé depuis longtemps, je suis Bah bien. ouais, mais tu t'en as pour une heure, là. J'ai envie de faire tous les invités, j'ai envie de faire Guillon, j'ai envie de faire tout le monde. J'ai envie de me mettre derrière le piano, j'ai envie d'être omniprésent. Nicolas Bedos, vous êtes ce qu'on appelle un jeune homme à la mode. Vous êtes tendance, un peu comme les macarons de la durée ou les souliers Louboutin. Aussi bien à la télé qu'au cinéma que dans l'édition. Là, ça va être extrêmement laudatif. C'est le moment où je ronronne. Voilà, ronronne, là, parce que c'est le bon moment. À la télé, suite à vos exploits chez Franz-Olivier Gisbert, dans la semaine critique l'an dernier, tout le monde veut vous recruter. C'est pas le cas de Gisbert. Quand vous le voyez sur France 5, vous regrettez pas un petit peu d'avoir traité Nicolas Sarkozy de VRP cocaïné? Non, je le vois pas à la télé, Gisbert. Non, je reste sur des bons souvenirs. Ouais, il vous adore. Hein. Tu sais que c'était totalement sincère, notre numéro à tous les deux. Ouais. Parce que parfois, à la télé, il y a des gens qui feignent la complicité. Là, en l'occurrence, avec Franz, ça continuait dans les loges. Alors au cinéma, on vous a vu dans L'amour dure 3 ans, le film de Frédéric Becbédé. Bon, on m'a aperçu. C'est quoi cette histoire de micro-pénis, là? C'est un aveu. Non, je me suis dit, quand j'ai vu le texte et quand il m'a demandé de jouer ce type amputé d'une partie de sa fierté, puisque je suis censé avoir une microbite, je me suis dit, seul un acteur monstrueusement membré peut accepter ce rôle. Donc on est bien d'accord, c'est un rôle de composition. À mort. Tu veux que je la sorte tout de suite? Non. On vous verra en octobre dans Populaire de Régis Roinsard avec Bérénice Bejo et Romain Duris. Vous allez tourner avec Ludivine Sagnier, une comédie romantique où vous êtes une sorte de Hugh Grant français, je crois qu'on peut le dire, non? Moi, plus modestement, j'ai dit un Hugh Grant du pauvre. Ouais. Je vais faire exactement le film que j'avais envie de faire. Et d'ailleurs, j'ai la chance de l'avoir dialogué. Donc, même si je suis mauvais, je me suis servi des dialogues et des scènes où même un très mauvais acteur peut s'en tirer. Je fais du charme, je me moque de moi, je m'amuse dans ce film. Ouais. C'est mon premier rôle principal, je suis terrorisé.
Et puis après, il y a La Grande Séduction avec Podalides. Enfin, c'est Ouais. énorme quand même, non? Oui. Oui, oui. Non, sérieux. Je vais tourner pendant 4 mois, là. Alors, question livre, vous avez vendu 60 000 exemplaires du Journal d'un mythomane, volume 1. Pas mal pour une compilation de chroniques. Hein. Ouais. Et vous sortez le 2 à la rentrée. Bah oui. C'est des textes que j'ai écrits dans Marianne cette année. Et puis en plus, il y a une sorte de feuilleton. Je parle, il y a de l'autofiction. On va assister à mon chagrin, à ma séparation avec ma jolie fiancée. Dont on ne dira pas le nom. Oh bah, je la cite toutes les semaines, tu Comment sais. elle donc, va, Pomme? on est en convalescence. Bon alors, c'est pas facile quand on balance comme vous de se balader tranquillement dans Paris. L'autre jour, vous avez pris une mandale d'un mec qui s'occupe de grands corps malades. C'est vrai, ça. Vous aviez dit du mal de grands corps malades. Oui. C'est vrai que si les gens qu'on critique pour rire Oui. commencent à se venger physiquement, Oui. ça va être devenir chaud comme compliqué de boulot. faire ce Ouais. métier. Ouais. Il faut dire que vous n'y allez pas de main morte. Au lendemain de l'élection de Hollande, vous avez écrit sur Twitter « Les Arabes vont pouvoir se remettre à voler ». Je ne l'ai pas écrit le lendemain, je l'ai écrit à 8h01. Ouais. C'est-à-dire le soir même, au milieu de plein d'idioties. Et en fait, je suis convaincu que les gens comprennent très bien la façon dont je dis les choses. Ouais. J'ai toujours l'impression que c'est mes chroniques télé. Ouais. Sauf que parfois, par écrit, eh ben, ça tombe à plat. Et puis voilà, disons qu'il ne faudrait pas se tromper d'ennemi. Et j'ai remarqué que ça soit mon pote Patrick Besson, quand il s'amuse sur Eva Joly dans Le Point, que ça soit moi récemment, Stéphane Guillon. C'est-à-dire que je ne pense pas que les satiristes, les humoristes, les journalistes, les écrivains soient ceux dont il faille faire le procès en racisme de façon prioritaire. Si tu veux. Putain, il y a suffisamment de lepénistes rampants à la télévision Mais tous vous les avez jours. remarqué, Nicolas, que On le se deuxième tape. degré n'existe plus. C'est-à-dire quand les gens Oui. envoient un truc, maintenant, ils mettent un petit smile à côté pour Un montrer smile, que c'est oui. une plaisanterie. Oui, je vais finir d'ailleurs par écrire LOL, ou Ouais. même par mettre LOL à chacune de mes phrases. Bah oui, vous devriez arrêter Twitter. Hein. Le Oui. 12 mai, lors de votre arrivée au Maroc, vous tweetez « En vous tente Marrakech, les petits garçons me témoignent beaucoup de tendresse. Oui, il faut arrêter Twitter. En fait, voilà, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si je suis chez toi ce soir. Je crois qu'il y a chez moi un désir d'expression et que de temps en temps, que j'assouvis un peu sur Twitter. Et c'est idiot. Parce que c'est des textos, parce que c'est des brouillons qui sont malheureusement vus par 40 000 personnes à la fois. Revenez à la télé. Là, Ouais. Non? Tout à fait. Bah oui. Alors, là, vous décidez de supprimer votre compte Twitter. Ah, tu vas faire tout l'historique? Non, parce qu'en fait, vous auriez pu, à ce moment-là, vous mettre à écrire le grand roman de votre vie. Et puis finalement, 1 heure plus tard, vous réouvrez votre compte Twitter. Et en fait, ce roman, va falloir le faire, parce que c'est formidable. Cette histoire de mec qui retourne à Cannes, fêté, dragué, à l'endroit où quelques années auparavant, il était seul, enfermé dans une chambre complètement dépressive. C'est très bien, ça. Ouais. Faut le Ouais. faire, ça, Nicolas. Ben oui, Thierry, mais tu vois, en quelques secondes, tu annonces les tournages que je vais faire cet été. Tu me dis que ça serait pas mal que je revienne à la télé. Tu me dis qu'il faudrait que je reprenne l'écriture de mon roman. Et à un moment donné, il faut vraiment que tu me fournisses la coke qui va avec, parce que sinon, Oui. je vais jamais y arriver, tu comprends? Oui. C'est-à-dire que les journées sont courtes. Moi, j'aime tout. Alors, vous dites, à 23 ans, ma vie a été un enfer, j'ai été gravement suicidaire. Oui. Vous avez des tentatives de suicide. Ah, oh. Voilà, voilà. On est à la télévision. Bonjour, Moi maman. aussi, j'en ai fait. Hein. Salut, chérie. Oui? Ouais. Tu veux voir les cicatrices? Non. Je te crois. Ouais. Pourquoi tu voulais te suicider? Bah écoute, parce que j'avais envie de partir. Parce que ça devient insupportable. Ouais. En fait, moi, je pensais que la seule tentative de suicide, c'était de vouloir bosser avec Gisbert. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres avant, quoi. Ouais, bah ouais. Et c'est pour ça que après, quand tout d'un coup la vie sourit, t'en fais presque des caisses, tu t'arrêtes Ouais. plus, parce que t'en reviens pas. Ouais. Moi, je suis un type qui n'en revient pas. J'en reviens pas de faire du cinéma. Ça aurait été dommage, quand même. J'en reviens pas d'écrire, j'en reviens pas de m'amuser avec tous ces gens, de rencontrer des gens que j'admire. C'est magnifique. C'est magnifique. De pouvoir. Parce que ça fait sourire dans la bouche du fils d'une vedette, mais je suis en train de vivre une revanche. Mm. Une revanche sur moi-même. Mm. J'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Mm. Je tremblais Mm. en public. Mm. C'est formidable, d'ailleurs, mais si je n'en parle, ça n'est que pour m'adresser à ceux à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que la dépression nerveuse, la paranoïa, celle qui vraiment te coince dans une chambre et tu ne peux plus sortir, et même quand ta petite sœur ou un copain d'enfance te pose une question,
Tu trembles pour trouver les mots qui vont lui répondre. Eh bien, même quand on est là, quelques années plus tard, tu peux faire le guignol à la télé et répondre à Thierry Ardisson. Je trouve ça formidable. Si on me l'avait dit, ça m'aurait aidé. Oui. La confiance en soi. La confiance en soi. Alors, je remarque un truc, là, c'est qu'on arrive à la fin de l'interview, pratiquement, on n'a pas parlé de votre père, il y a un progrès quand même. Écoute, avec un peu de bol, il va décéder. Ah. Je rigole. Ça, c'est un tweet. Ça, c'est un tweet. Non, il sait très bien. Mais à quelle heure il est rentré de la Bastille, le 6 mai? Je sais pas. Il y est toujours, tu crois? Non. Là, il est allé soutenir Mélenchon. Je sais plus quoi faire. On est d'accord sur rien. À part sur une chose, je l'aime profondément. On l'aime tous. Mais politiquement, on est totalement à l'opposé maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je tourne. Ah ouais? Bah ouais. Il n'y a pas le Bedos Fuck Tour cette année, non? Tu veux pas Sur les plages de France, non? Non, il n'y a pas. Y a pas. Vous êtes annoncé quand même le 5 juillet à Saint-Tropez, le 6 à Sainte-Maxime, le 7 à Fréjus. Il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Je suis dommage. atrocement célibataire. Ah ouais? Oui. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Bedos. Et nous accueillons Jean-François Kahn. Bonsoir. Et Christophe Ondelat, bonsoir. Jean-François Kahn, alors vous avez publié début juin chez Plomb un livre intitulé « La catastrophe du 6 mai » qui raconte le drame qu'a été le concert de Yannick Noah à la Bastille. Une horreur. En fait, non, sérieusement, on vous attendait resplendissant de bonheur à l'annonce du départ de Nicolas Sarkozy, que vous avez toujours pris pour un dingue en fait. Mais non, vous revoilà plus angoissé que jamais, car pour vous, l'élection de François Hollande, c'est Marine Le Pen au pouvoir en 2017. C'est pas fatal. Non, si on analyse, vous avez un type dont la personnalité est incroyablement rejetée. En plus, c'est un bilan franchement calamiteux. Imaginez que ce soit un président de gauche qui se soit représenté avec un tel bilan. Il aurait fait 15%. Attends, c'était comme une crêpe. Le mec, il arrive presque ric-rac, ric-rac. Mais il y a pire. C'est qu'entre les deux tours, ils ont fait une campagne comme on n'avait jamais fait depuis l'avant-guerre. Mais incroyable, pas une campagne d'alignement sur Marine Le Pen, comme on le dit, non, mais de plus. débordement de la droite. Eh bien, ça lui a fait gagner 4 points. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avant, on disait toujours, la gauche formidable, elle perd toujours les élections, elle perd le pouvoir politique, mais elle gagne le pouvoir intellectuel. Hein, on disait toujours ça. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, elle a gagné le pouvoir politique, mais dans les têtes, elle a perdu le pouvoir idéologique. Et donc, si elle s'illusionne, c'est-à-dire, si elle ne veut pas voir ça en face, si elle ne voit pas cette réalité en face, elle s'est croire, on a gagné, c'est formidable, on est les plus forts. Alors là, oui, on va vers des problèmes. Alors, attention, sur les problèmes économiques et sociaux, je pense que les Français sont majoritairement à gauche. Mais sur les problèmes de mœurs, les problèmes de société, sur les migrations, sur l'étranger, etc., il y a une droitisation absolument considérable. Mais vous voyez d'autres trucs pour 2017, par exemple les voitures volantes, vous croyez que ça peut arriver? Non, parce que c'est un visionnaire, hein, Jean-François. En même temps, ça doit pas être simple de vivre avec Jean-François Kahn, parce que le mec est jamais content. C'est qu'à un moment donné, on passe d'un péril à un autre. Vous avez raison, complètement raison, mais de temps en temps, on a même pas le temps de pisser la coupe de champagne qu'on a bu à la Bastille, qu'il faut déjà flipper de Marine Le Pen dans quelques années. C'est dur, quoi. Laissez-moi jouir 5 minutes, Jean-François. Alors, c'est un essai effectivement extrêmement brillant, je l'espère pas prophétique. Heureusement que vous n'avez pas quitté le journalisme comme vous l'aviez promis il y a un an. Bah, j'ai quitté le journalisme. Bah, ça, c'est du journalisme, ce que vous faites là. Ah, bah non, c'est un livre. Vous écrivez dans Marianne avec des pseudos, quand même, non? Ah non, mais c'est vrai. Non, à l'époque, Jean-François avait parlé, en parlant de Strauss-Kahn, de troussage de domestiques, voilà. En fait, ça avait fait un tollé général. Terrible. Terrible. Puis après, on a appris qu'il y avait eu troussage d'escortes, troussage de prostituées, troussage dans les partous. Alors là, après, on a appris qu'il y avait... Pourquoi vous jamais le lâcher. Le mec, même à terre, on va continuer à lui taper dessus, quoi. Il est foutu et on continue. Je trouve qu'il n'est pas indéfendable, Dominique Strauss-Kahn, surtout quand les médias se comportent comme ils se comportent depuis un an. Une des choses qu'il faut le plus retenir, c'est la folie furieuse qui s'est emparée des médias par rapport à l'affaire Strauss-Kahn. Vraiment, et pourtant, je passe pas pour un enfant de cœur, hein, j'adore transgresser, traverser ailleurs que dans les clous. Mais là, mon Dieu. Mais les gens réfléchissent, Nicolas. Ils savent bien que DSK, il leur ressemble en partie, qu'ils ressemblent à leur part noire. Ce que les médias peuvent dire, enfin,
ne pèse rien par rapport à la connaissance de l'être humain qu'ont les individus. Enfin, je crois. Oui, mais enfin, il y a quand même... DSK, il a fait apparaître au grand jour, c'est la grande histoire de l'année, Ouais. la part sombre de l'homme. Même le plus brillant d'entre nous a une part sombre. Après, il y a eu le Alors, dépeceur de Montréal qui était quand même. C'était mieux. mais était quand même écoutez, au-delà, hein, je veux dire. honnêtement, Ouais. mais moi, même ce gars-là, j'aimerais le rencontrer. J'ai une part de... Le mec est fou, le Ondelat est fou, hein, faut faire gaffe. Hein. c'est- Bon. Oui, c'est pas parce qu'il a dépecé quelqu'un. Oui. Non, honnêtement. Voilà. C'est Il pas faut parce dire qu'il a que dépecé quelqu'un que c'est- ça le rend monstrueux. Ce qui est étonnant, Mais je continuerai à le penser, même si vous sifflez. cela dit, il y a un livre de deux Ouais. journalistes du Monde sur le Strauss-Kahn. Oui. Ce qui est absolument fascinant dans ce livre, dans ce que j'ai lu, c'est à quel point le monde de Strauss-Kahn et le monde de Sarkozy, c'est le même. Elle le raconte. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens, C'est délire. c'est les mêmes endroits, pas toujours les mêmes idées, mais quand même beaucoup d'idées semblables. C'est incroyable. Et on apprend une chose, c'est que il avait eu des fiches de police, Sarkozy, des fiches de police très précises sur certains agissements de Strauss-Kahn, avant qu'il le nomme au FMI. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez tourné la page du centrisme? Un livre comme ça, où j'exprime une angoisse, hein, donc vraiment, l'important, c'est pas où l'on est. C'est pas vous êtes là, vous êtes au centre, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, c'est pas d'où parlez-vous, vous savez, les saliniens, d'où parlez-vous. C'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Tout est à réimaginer, réinventer. Je ne cesse de le dire. On a des gens qui ont porté l'idée qu'il faut mettre l'État au centre de tout. Aujourd'hui, on a la faillite d'un monde où on a mis l'argent au centre de tout. Mais il faut inventer complètement, totalement, d'une façon très imaginative, un monde où on met l'humain dans toutes ses dimensions au centre de tout. Ah, c'est ça, c'est une forme de révolution qu'il faut. Je vois que vous êtes toujours très en forme, Jean-François, ça me fait plaisir. Vous avez oublié l'essentiel, eh? Rachel? Non, c'est le fait que le livre coûte 5 €. Oui! C'est vraiment pas cher. Alors, Christophe Ondelat, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous n'avez pas déjà envie de vous casser, là, ça va? Non? Pas encore. Vous avez quitté RTL, donc, mais j'imagine que vous savez quand même toujours faire la trompette RTL. Pam, pam, param, pam. Bravo! Quand j'ai appris que vous quittiez RTL, j'ai cru que c'était parce qu'ils avaient refusé de diffuser une de vos chansons à l'antenne. Oh non. Non? Sur ce plan-là, non, ils ont diffusé mes chansons, 2 de mes titres pendant 9 mois. Oh là Donc, là. Et malgré ça, vous êtes parti. Vous aviez une radio qui diffusait vos chansons. Donc vous avez fait une dépression, en fait. Marquez-moi aussi, j'ai écouté votre disque. Ouais, j'ai un fond dépressif depuis toujours, et puis avec des descentes assez vertigineuses. Là, j'en ai fait une il y a quelques semaines. Bon, voilà, je suis remonté. C'est ce médicament, là, le Lyrica que vous prenez pour votre dos qui Je vous rend sais pas, il n'y a pas de... on ne sait pas. Ouais. J'ai un fond dépressif avant de prendre ce médicament. C'est quand même incroyable de se rendre compte que Fogiel a retrouvé du travail grâce à votre médicament, quand même. suis content. C'est bizarre, la Grâce vie. au Lyrica. C'est bizarre, la vie, quand même. Hein. Non, mais... En fait, vous avez déclaré, donc, que l'altercation avec l'assistant était due à votre dépression. Prenez les choses très à cœur, puisque, en fait, c'est une hypersensibilité qui se révèle à ce moment-là, qui fait que, voilà, la moindre chose nous détruit. Qu'est-ce que vous avez dit dans l'altercation? Oh, Jean-François, je crois que j'ai dit va te faire enculer. Non, mais je lui pose cette question parce que moi, Sarkozy m'a traité d'enculé, il est resté quand même encore 3 ans président après. Il a traité Gisbert d'enculé aussi, des milliards de fois, ouais. Ça n'est pas cet incident qui fait que je pars. Ouais. De toute façon, je partais. Elle est rigolote, cette règle que tout le monde énonce, que personne n'applique jamais. Moi, ça fait 2 fois que je l'applique en 2 ans. Qu'il faut s'arrêter quand ça va bien dans un programme. Comme j'ai arrêté Faites entrer l'accusé quand il allait bien. Et je suis fier parce que j'ai démarré dans la vie comme un poltron. J'aimais bien mon côté. J'étais salarié à Radio France, à France Inter, à France Info d'abord, à France Inter après. Et l'idée de ne pas avoir un salaire garanti à vie me tétanisait quand j'avais 30 ans. Et puis petit à petit, j'ai pris goût pour l'aventure. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, je dors très bien la nuit, n'ayant à ce jour pas de travail pour la rentrée, mais je Vous dors avez mis bien. un peu d'argent de côté, quand même, non? Un tout petit peu. Un petit papa énorme, quoi. Bah, je suis pas producteur. Ah oui. Alors, vous avez déclaré « Je suis plus proche dans ma manière de vivre de Johnny Hallyday que de Michel Drucker ». En même temps, c'est un peu normal, vous êtes chanteurs tous les deux. Bah, aujourd'hui, quand on me demande au fond comment tu te positionnes, Ouais. plus ça va, plus je dis je suis un rocker.
je vais faire un album qui sera beaucoup plus rock. Oui, c'est ça. Je chante du rock et tardivement, à l'envers, on est rocker à 20 ans en général et pantouflard à 50, ben moi, j'ai tout fait à l'envers. C'est pas grave. Ouais. Le principal, c'est d'avoir vécu tout ça. Alors, question télévision, on a parlé du dîner de Paris Première, mais il paraît que la chaîne a refusé que vous chantiez au dessert. Le barde, assurance Tourix, tu ne chanteras pas, tu ne chanteras pas. On a parlé de Direct 8. Ouais. Mais je vous connais, moi, sur un coup de tête, vous êtes capable de retourner au trésor de France 2, hein, vous. Je crains qu'on ne me le propose pas, mais Oui. il faudrait que de l'eau passe sous les ponts. Enfin, on vous souhaite que du bonheur, en tous les Merci. cas. Ouais. On n'est pas inquiet pour vous. Je crois que Bourdin et Ambla, c'est les deux plus talentueuses voix de radio de la génération claire. Ouais, je suis assez d'accord. Un big up pour Anglade, quand même. Ah, il fait la gueule, Bedos. Bon, un big up pour Bedos. Bien, on passe maintenant au bilan de l'actualité de l'année avec l'édito de Blacko 1. Et c'est l'historien Fabrice Dalméda que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. On a beaucoup reproché à Sarkozy son style bling-bling. Pourtant, De Gaulle était beaucoup plus bling-bling que lui. Nœud papillon, collier en or. Sur sa photo officielle, il portait même une veste à épaulettes brodée, comme plus tard Michael Jackson. D'ailleurs, Pompidou c'était pareil. Lui aussi portait un énorme collier en or qui aurait fait baver d'envie plus d'un rappeur. Bah oui, comme tous les chefs de tribu, le président de la République porte un signe distinctif. Chez les Indiens, le chef porte une coiffure en plumes. Chez les Britanniques, la reine porte une couronne en pierres précieuses. Et ben, chez les Français, le président a un collier en or. Mais en 74, Giscard trouve que ça fait ringard. Pour sa photo officielle, il se contente donc d'un photomaton en costard gris sur fond bleu-blanc-rouge. Ça, c'est moderne. Giscard bouscule la tradition pour imposer un style moins solennel, censé être plus proche des Français. De Gaulle n'était pas du genre à venir jouer de l'accordéon à la télé. Pompidou n'était pas du genre à se mettre en short pour jouer au foot. Et bien pour se montrer proche de l'homme de la rue, Giscard va lui jusqu'à inviter des éboueurs à prendre le petit-déj à l'Élysée. Bref, Giscard a cru qu'il suffisait de prendre le contre-pied de ses prédécesseurs pour plaire aux Français. Un dernier petit virage et on va s'arrêter gentiment sur la crête. Le résultat, on le connaît. Au revoir. Difficile de ne pas faire le parallèle avec l'échec de Sarkozy, qui lui aussi a voulu imposer son style contre la tradition. Et Hollande ? Eh ben, comme Giscard et comme Sarkozy, il veut imposer son style. Maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Un président normal habite à l'Élysée, lui veut rester dans son 3 pièces. Un président normal prend l'avion, lui préfère le train. Un président normal aurait pris l'hélicoptère pour se rendre à Caen. Eh bien, Hollande a préféré y aller en voiture. Résultat, on a bien vu qu'il roulait à 180, exactement comme Sarkozy. Pendant combien de temps François Hollande va-t-il encore faire semblant d'être comme tout le monde ? Maintenant qu'il est le chef de la tribu, il faut qu'il assume le poids du collier en or. Ça fait un peu bling-bling, mais c'est la tradition. Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grave, voilà. Le problème, c'est que partout où va Hollande, il pleut. Oui. Aussitôt qu'il arrive, il pleut. Il y a la foudre aussi. Ça, c'est quand même essentiel. C'est un signe. Autrement dit, si vous voulez du beau temps, ne suivez pas Hollande. Ah, présidence heureuse, présidence pluvieuse. Fabrice Dalméda, bonsoir. Bonsoir, cher Alexandre. Vous êtes historien, professeur à Paris 2, et vous avez publié l'année dernière chez Fayard « Ressources inhumaines » à propos de la vie quotidienne des gardiens des camps de la mort, livre passionnant. Bienvenue parmi nous, Fabrice. Merci, bonsoir. Alors, pour cette avant-dernière émission de la saison, nous avons décidé de faire un bilan de l'année, à commencer par la défaite de Sarkozy, la victoire d'Hollande et le retour de la vertu. Remarquez, Balkany s'est quand même présenté aux élections législatives. Hein. Alors, quand Hollande a sorti sa fameuse formule « Je serai un président normal », tout le monde, à commencer par Sarkozy, s'est foutu de sa gueule. Et pourtant, c'est cette posture, plus que ses idées, son programme, sur laquelle s'est construit sa victoire. Depuis son élection, Hollande affiche un anti-sarkozysme comportemental. Et la photo officielle, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on aurait pu la faire avec un portable, non? Elle est nulle, cette photo, non? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est de la com? Ouais, c'est un piège. Quand on voit
les images diffusées ces dernières semaines, à chaque fois on se dit, mon Dieu, ça rentre dans les archives, et quand ça commencera à aller mal, on dira, il a commencé comme ça, il a commencé par dire ça, et puis finalement, il a fini par prendre le jet et l'hélicoptère, d'autant qu'évidemment, ces avions, ces hélicoptères suivent en parallèle la voiture pour des raisons de sécurité. Oui. Donc là, on touche le fond du ridicule, c'est de la com, c'est pas ça, c'est surtout pas de ça qu'on a besoin dans ce pays, mais... Je suis pas d'accord. J'ai l'impression que, comme ils vont annoncer des plans de rigueur, d'austérité, des choses difficiles, il va falloir serrer la ceinture, et ben ils commencent par se serrer la leur. Et je crois que, bizarrement, quand le type s'est déchiqueté lui-même les fringues, quand il vient te bousiller les tiens, et ben tu le prends moins mal. Et j'ai l'impression que les Français, eux, sont sensibles à ça. Jean-François, votre ami Philippe Tesson parle d'un hypo-président après un hyper-président. Ça veut dire que c'est un président à cheval? Oui. Non, qui mange chez Hippopotamus. Je vais être centriste pour le coup, je suis d'accord avec les deux. C'est pour ça que vous êtes au milieu. Là. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut très vite se retourner contre lui, etc. Et en même temps, je préfère qu'il baisse son salaire de 30% que l'autre qui l'avait augmenté de 120% quand même. Je veux dire, s'il faut choisir. Voilà. Pour avoir rencontré Hollande quelques fois, il y a une adéquation plus forte entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est, ce qu'il était avant les élections, qu'on le dit. Mais non, il rentre... je te dis que si. Mais si, il rentre de Brive en avion. Le soir de l'élection, il rentre de Brive en jet privé. Non, mais ça, il pouvait pas et ensuite, faire. il Non, part mais en train ça, quand il est président de la République. Ça ne tient Ça, pas il debout. pouvait pas faire autrement. Non, il a raison, il a raison, il est comme ça. Ah oui. Mais Non, vertu, il est comme ça. vertu, c'est pas la même chose qu'exemplaire. C'est-à-dire, exemplaire, c'est dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on se montre dans l'espace public, entre guillemets, comme il faut. Ça, c'est une chose. Vertu, c'est vraiment, ça doit être intrinsèque à la personne. C'est-à-dire que ça concerne aussi l'espace privé. Donc la vertu, moi, c'est ça qui me gêne. C'est le côté un petit peu dimension morale, moralisante, ordre moral. C'est ça qui m'ennuie dans cette problème, c'est qu'on Par a contre, employé- l'exemplarité, oui. Et je crois que là, il est assez C'est qu'on exemplaire a en ce moment. employé le mot vertu en termes politiques à une époque où tout de suite on en a conclu qu'il fallait une dictature de la vertu. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça qui est Exactement terrible. ça. Et c'était injuste, et on a guillotiné au nom de la dictature de la vertu. Mais alors, est-ce que finalement, Hollande n'est pas raccord avec tous ces premiers ministres ou ces présidents européens qui sont assez ternes? Oui. Parce qu'on voit bien maintenant, il n'y a plus... Bon, Berlusconi, Sarkozy, c'était les derniers des Mohicans. Maintenant, il n'y a que des mecs qui ont l'air d'être comptables ou employés de banque. La notion de leader, de charisme, elle est pas à la mode, quoi. C'est la normalité qui est à la mode. Voilà. Je pense que c'est une perte de temps. Je pense qu'on deux avance choses parce que des locomotives nous tirent. Parce Oui, que c'est des intéressant, types- ça. Bah oui, S'il n'y a plus de gens devant... parce que des types nous font triper. Ouais. Mais Voilà. c'est deux choses différentes, en fait. Moi, ce que je reprochais à Sarkozy, personnellement, c'est pas son dynamisme, c'est pas son charisme. J'adorerais qu'Hollande en ait davantage. Je suis même pas sûr que les Français aient eu envie de mettre de la fadeur à Matignon et à l'Élysée. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont servis, hein, putain. Jean-Marc Ayrault. Putain, il est au satiriste ce qu'Angoulême est au fêtard. Tu vois, il faut vraiment trouver le truc, quoi. C'est le néant, quoi. Jean-Marc Ayrault. Mais vous n'aimez pas l'idée qu'au fond, Non. on se prenne un petit peu en charge, qu'on avance en équipe, qu'il y ait un petit peu de prise de responsabilité en bas et Les qu'on ne concentre monarchistes, pas lui, tout en n'oublie haut? jamais ça. Non, mais moi, j'ai oui. besoin d'admirer. Non, mais moi. non, mais c'est un monarchiste intelligent. Il sait que le roi règne, mais ne gouverne pas. Donc ça fait toute la différence. Moi, j'aime bien l'idée qu'on travaille ensemble, qu'on monte ensemble. J'aime bien l'idée de société civile. Et en réalité, ça, tu es historien quand même. Les grands chefs d'État ont insufflé des choses. Les grands rois ont insufflé des choses qui sont apportées au crédit d'un seul homme. Ah, mais il y en a Ils beaucoup. ont tracé, avancé, ils avaient une vision, ils savaient où ils Ça, c'est allaient. vrai. C'est ça qui est Saddam Hussein, important. par exemple. C'est vrai, attends, Fidel Castro, Mussolini. Kadhafi. Il y avait quelque chose, là, quand même. Non, mais attendez, Jean-François, Jean-François, est-ce que finalement, tous ces gouvernants un peu donc grisâtres comme ça, est-ce que c'est pas la porte ouverte aux extrémismes? Ah, si, c'est le danger. Bah voilà. Là, il y a charisme. Parce qu'ils sont brillants, les Parce que extrêmes. là, ils sont brillants, ils sont pas brillants, Il mais peut quand y tu avoir vois débat. Mélenchon et Marine Le Pen, même si on n'est pas d'accord avec eux, ils ont quand même plus de charisme que François Hollande. Enfin, je veux dire, tout le monde peut le aussi. constater. Oui, Vous bien êtes sûr. d'accord? C'est très dangereux, le charisme pour le charisme. Ouais, mais malgré tout, vouloir faire de la politique sans charisme, je crains que ça ne soit aussi dangereux. Et puis il y a un phénomène d'alternance. C'est comme parfois dans une vie sentimentale. Moi, j'ai des amis, parfois, ils viennent de se faire littéralement exploser par une femme volcan, une espèce de tueuse, une fille qui t'emmène tous les soirs en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure, qui te défonce le cœur, etc. Et après, tu les retrouves avec une petite grosse un peu tranquille. Tu vois, pendant quelques années. J'attends le moment où il va citer les noms. C'est ce qui arrive à la France en ce moment. C'est ce qui arrive à la France On est en ce avec moment. une petite grosse un peu tranquille. Ce qui est vrai, alors
alors ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui, d'une façon générale dans le monde, si tu as une élection avec un populiste et un non-populiste, le populiste l'emporte. Eh oui. C'est-à-dire que c'est comme ça. Les Français ont toujours été sensibles au populisme. Hein. Le général Boulanger, Napoléon III, enfin, il y a eu plein d'exemples. D'ailleurs, ils ont été conquis par un populiste qui s'appelait Jules César. Ben voilà. Alors, on continue à faire le bilan de l'actualité de l'année avec l'édito de Blacko 2. Pendant des siècles, les Européens ont dominé le monde. Après avoir colonisé la planète en exploitant les richesses et la main-d'œuvre des pays conquis, ils s'étaient habitués à la situation. L'ami blanc est venu, tout blanc avec son blanc chapeau. Et puis on a porté beaux fruits, ensemble sur joli bateau. Sauf qu'au XXIe siècle, l'heure de la revanche a sonné. En effet, ceux que nous appelions les pays sous-développés sont devenus nos concurrents. Et surprise, ils sont beaucoup plus compétitifs que nous. Dans les années 80, c'est l'industrie textile qui s'est délocalisée au Maroc pour fabriquer moins cher. Et aujourd'hui, c'est carrément Renault qui s'est installé au Maroc pour fabriquer ses voitures. De leur côté, les Chinois fabriquent des trains à grande vitesse qui concurrencent le TGV. Et les Brésiliens fabriquent des avions qui bientôt concurrenceront notre Airbus. Alors, de quel atout dispose encore l'Europe pour défendre sa place dans la concurrence mondiale ? Ben, on ne voit pas trop. Pour faire face à la concurrence, il faudrait pouvoir reprendre un avantage technologique. Le problème, c'est que c'est mal parti, puisque selon les différents classements mondiaux, les meilleures universités sont aux États-Unis, tandis que les meilleurs systèmes éducatifs sont en Asie. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, pour défendre son prestige, l'Europe peut prétendre qu'elle reste en avance sur le plan social et politique. Mais est-ce que c'est vraiment un avantage ? C'est bien beau la démocratie, mais le problème, c'est que pour se faire élire, les responsables politiques multiplient les promesses ruineuses qui creusent les déficits. Alors bien sûr, on peut quand même être fier de notre modèle social. Quand on pense qu'au Maroc, les ouvriers de la nouvelle usine Renault doivent travailler un mois pour gagner 250 €, alors que chez nous, le RSA est à 475 €, on se dit que forcément, ça doit faire des envieux. Alors ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on réussisse à l'exporter, notre formidable modèle social. Parce que c'est vrai que si les Chinois se mettaient aux 35 heures, ça serait quand même plus facile de leur faire concurrence. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors on continue notre bilan de l'année, donc avec le déclin de l'Empire européen. Est-ce que la fête est finie ? L'Europe, qui ces dernières décennies était parvenue à masquer son déclin par l'endettement, et cette fois au pied du mur. Alors, les chiffres sont terribles. L'Europe ne représente que 7,3% de la population mondiale, et en plus elle vieillit. La croissance, 0,2 pour l'Europe, 8 pour la Chine, 8 pour le Brésil, 6,5 pour l'Inde. La dette, entre 80 et 115% du PIB. C'est un truc à se flinguer. En Europe, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et en Inde, alors. Alors, comment l'Europe n'a-t-elle pas vu ce que la mondialisation avait de dangereux pour elle ? L'appauvrissement qui menace l'Europe est au moins aussi dangereux que les revendications sociales qui menacent tous ces pays émergents. Parce qu'à un moment donné, tous ces pays émergents... Vous savez, en Chine, on n'est pas soigné. On est quand même dans un pays communiste, mais les soins ne sont pas gratuits. Il faut s'endetter auprès de l'usurier pour payer les soins. Ces pays-là vont finir par revendiquer un jour une sécurité sociale. Ça a un coût. Ça pèsera sur le coût du travail. Ils revendiqueront un vrai droit à la retraite. Ça a un coût et ça pèsera sur le coût du travail, etc. C'est-à-dire que, qui sait si, à un moment donné, la montée des revendications sociales dans les pays émergents ne va pas rencontrer l'appauvrissement de l'Europe et finalement nous remettre tous dans la course en même temps. Moi, je pense que c'est comme ça que la ça va politique intelligente qu'on devrait mener, c'est d'envoyer massivement des leaders de la CGT ou des... Ben oui, c'est ce que dit Blacko, c'est d'exporter les 35 de la CGT en Chine, plein d'agitateurs de la CGT en Chine, et on les paye, à chaque grève qu'ils déclenchent, ils ont une prime. C'est vrai que de l'autre côté, quand on regarde la planète, 1 milliard de gens qui ne se nourrissent pas. Ouais. Donc on est à 1 milliard de gens qui sont au seuil de famine. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de rattrapage qui n'est pas complètement absurde non plus. Donc si on regarde ça en taux de croissance, évidemment, on se dit l'Inde, taux de croissance 8-10% par an, c'est énorme, etc. Mais enfin, pour ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de visiter bêtement quelques villages en Inde, il y a quand même de la marge avant d'arriver à un niveau de vie, même de ce qu'il y a de plus bas chez nous. Donc, il a tout à fait raison. En effet, aujourd'hui, en Chine, je crois qu'il doit y avoir 300 millions, c'est énorme, 300 millions qui ont accédé au statut de classe moyenne. C'est-à-dire qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent acheter, etc. Sauf qu'il y en a 800 millions dont l'appauvrissement est absolument considérable et qui n'en peuvent plus de ce creusement des inégalités. C'est-à-dire que la Chine est un pays qui va exploser. Et ça, c'est leur problème. Nicolas Bedos. Eh ben, rien. Le déclin de l'Europe, tu t'en fous, toi ? Non, Puis le déclin, par rapport à quoi ? Les chiffres, vous êtes en train de parler du plus important, évidemment. Vous êtes en train de parler d'économie, vous êtes en train de parler de
pognon, vous êtes en train de parler de ce qui intéresse les gens, mais on peut parler du cinéma, on peut parler de la littérature, on peut parler de la philosophie. C'était mon intervention suivante. Parce qu'Alain Minc, par exemple, dit c'est le déclin, mais Voltaire, est-ce qu'il dit que c'est le déclin? Voilà, et ben voilà. La solution, c'est peut-être de changer les critères, d'arrêter d'appliquer des grilles de lecture exclusivement comptables, tenir compte de la qualité de la vie, du niveau intellectuel. Nous sommes en phase. Bref, de retrouver un nouvel esprit et mettre fin au règne de la calculatrice chérie. Voilà. Et un point là-dessus. Moi, ce qui me soucie beaucoup, en revanche, c'est la muséification de la France, la carte et le territoire. Et de Paris. Quand on fait le tour de ce monde nouveau, qu'on aille à Dubaï, qu'on aille, comme j'étais à Johannesburg il n'y a pas longtemps, etc., sur le plan architectural, ils ont une avance sur nous. Aujourd'hui, on est à la ramasse. Parce qu'on ne construit rien en France d'audacieux. On n'a plus de thunes. On vient de le dire. Ouais, mais en même temps, ce que dit on exporte nos musées. Pardon de parler de culture 2 secondes. Mais si. Non, mais ce que je comprends, parce que la culture, ça a quelque chose d'un peu indécent pour les gens qui sont en train de poser le bilan, de fermer les boutiques et tout ça. C'est évidemment terrible ce qui se passe. Mais bon, quand tu vas au Festival de Cannes, tu n'as pas à rougir de l'Europe. Hein. Ah non. Il se passe des choses absolument extraordinaires. J'ai fait un colloque, par exemple, il n'y a pas longtemps, avec des écrivains sur l'autofiction, sur les gens qui racontent un peu ce que je fais dans votre journal, c'est-à-dire qui mettent un peu leur nombril sur le tapis. Les Américains sont fascinés par notre littérature. D'ailleurs, Becbédé, notre ami Becbédé, a eu tendance à un moment donné à nous faire croire un peu, il n'avait pas tort à ce moment-là, que c'était McInerney, Bret Easton Ellis et toute cette clique-là new-yorkaise qui inventait la littérature de demain. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Eux passent leur vie à aller dans les bibliothèques chercher des romans français. Conclusion, ruiné mais cultivé. Voilà. Le rôle que jouent maintenant des écrivains français d'origine chinoise, des écrivains français d'origine africaine, des écrivains français d'origine libanaise, d'origine maghrébine, c'est eux qui sont en train de faire exploser la littérature et le roman français. Ça, sur ce plan-là, voilà, c'est vrai, une très bonne conclusion. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Fabrice Dalméda, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Bedos, Christophe Ondelat, Jean-François Kahn. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Pierre Piccinini. Bonsoir. Alors, Pierre, vous êtes professeur d'histoire à l'École européenne de Bruxelles et spécialiste du monde arabe. Au départ, vous étiez plutôt favorable au régime de Bachar el-Assad, que vous considériez comme un progressiste. Vous êtes même invité à Damas pour affiner vos travaux. Mais votre 3e voyage tournera au cauchemar. Arrêté et torturé, vous serez miraculeusement extradé 6 jours plus tard. Votre histoire, vous nous la raconterez à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Quelque chose de spécial, là, non? Oui, un petit bilan de l'année. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Pour moi, cette saison, qui aurait pu virer au cauchemar, se termine bien. Tom Pouce est parti. Enfin. Lui et toute sa clique. Besson, les Hortefeux et les Guéants. Qu'ils s'en aillent, qu'ils se tirent. Ce n'est pas un au revoir, c'est un adieu définitif. J'espère que Hollande et son gouvernement ne vont pas nous décevoir. Il y en a déjà un ou deux, notamment le mannequin cabine de chez Hugo Boss, qui m'agace. En tout cas, je les préviens qu'ils se méfient, je veille. Je ne suis pas prêt de raccrocher. Je suis là, bon pied, bon œil. Je souhaite, Thierry Ardisson, que la saison prochaine soit une saison normale. Une saison sans petites phrases, sans excès. Une saison où Éric Zemmour fermerait sa bouche, où Marine Le Pen aimerait les Arabes, et où Nadine Morano réfléchirait. Une saison sans accident de la route, sans maladie. Une saison où personne ne divorcerait, où les moustiques arrêteraient de piquer. Une saison normale.
Là, on est sur du lourd, Thierry Ardisson. 2011-2012, on est sur du lourd, gros dossier, énorme. Liliane Bettencourt sous tutelle, la mort de Kadhafi, le départ de Chardenne, la guerre Fillon-Dati, le dépressif de la Sarthe contre l'icône de chez Louboutin, la France qui perd son triple A, Carla Bruni-Cézot. On écrit l'histoire, on s'apprête à laisser une trace, et là, Thierry Ardisson, on élit un président normal. Jodie Foster disait... On n'aspire pas à être normal, c'est plutôt quelque chose dont on veut sortir. Normal, normalis, conforme à la règle. Quel ennui, Thierry, quel ennui. Ah. 2011-2012 et la saison des victoires, Thierry Ardisson. Des conquêtes et des succès. Nous avons le président de la République et moi-même, mais surtout moi-même, je l'aime, moi-même. Libérer la France du capitalisme le plus abject, ignoble et misérable. Et je le dis à tous les impétrants qui nous regardent, sauver notre industrie. Le redressement productif de la France est en marche. J'ai le chiffre glorieux. Ça a été une saison très dure, Thierry Ardisson. Très dure. Entre la chute de Berlusconi et la mienne, l'industrie du sexe a beaucoup souffert. Lot. Maison close, bar à pute, hôtel de passe. Le tissu économique est touché, fragilisé. Silvio et moi avons beaucoup donné. Roumaines, bulgares, brésiliennes, homo et travestis. Et même des naines, Thierry Ardisson. We fuck. Buisson, voiture, ascenseur, we fuck. Alors comment redresser la situation? Comment? Il faut que les garçons comme Nicolas Bedos, qui sont des graines de chasseurs, des coureurs en herbe, prennent la relève. Je compte sur lui. Nico, you are like my son. Good luck. C'était une saison difficile. On a fait une très belle campagne et on a perdu. Aujourd'hui, la France a un président normal qui va à Bruxelles en train, revient en voiture. Pourquoi pas en stop pendant qu'on y est, hein? Pourquoi pas, franchement? Franchement. Bientôt en avion, il va voyager en soute. Président normal qui demande à l'immense Raymond Depardon de lui faire une photo pourrie, alors qu'avec un appareil jetable, on aurait fait beaucoup mieux. Mais je vais vous dire une chose. Hein? Faudrait pas passer de président normal à président débile. Parce que franchement, on n'en est pas loin. Bonsoir. Alors que les sunlights du plateau de Thierry Ardisson vont bientôt s'éteindre, ponctuant ainsi une saison riche, palpitante et parfois cruelle, comment comprendre et accepter que le petit Stéphane renonce pour toujours à distiller son venin dans Salut les terriens? 6 ans d'écriture, de bonheur, d'angoisse de la page blanche, où les bébés congelés, les faits divers sordides et les excès du sarkozysme s'entremêlaient joyeusement. Pourquoi un choix radical? Est-ce l'arrivée d'un président normal ou le désir sincère de faire une pause pour revenir un jour planter de plus belle ses bancs de rire? 6 années fortes que Stéphane Guillon ne voulait pas conclure, cher Thierry, sans vous dire merci, merci à vous, au public, à toute l'équipe. Ce fut un plaisir de rire avec vous. Bonsoir. C'était
la semaine prochaine comme invité d'honneur pour la dernière émission de la saison. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Pierre Piccinini, rebonsoir. Vous êtes né le 24 mars 1973 à Gembloux, en Belgique. Votre grand-père, italien, avait fui son pays car il était socialiste. Vos parents travaillent pour l'État et très tôt, vous vous passionnez pour l'histoire et la géopolitique. Vous finirez par un DEA d'histoire gréco-romaine à la Sorbonne. Exactement. Oui. Après vos études, vous voulez voyager, travailler à l'étranger. Ce sera le Congo. Mais vous arrivez juste après la chute de Mobutu. Vous y restez 1 an jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Kabila. Vous devez rentrer à Bruxelles, mais vous faites une escale en Égypte. Et là, vous découvrez ce qui deviendra le principal objet de votre recherche, le monde arabo-musulman. J'ai découvert une culture, j'étais tout jeune. C'était mon premier job. Et depuis, vous êtes dans le monde arabo-musulman. Voilà. Alors à Bruxelles, vous enseignez dans les écoles destinées aux enfants de fonctionnaires européens. Vos thèses sont souvent à contre-courant de l'idée générale et elles sont critiquées pour leur proximité avec celles de personnages sulfureux comme Thierry Messant ou Alain Soral. Moi, je n'ai jamais rencontré Soral ni Messant et tout au contraire de ce qu'on a pu lire dans Le Monde qui me présente comme un complotiste. Depuis le début, par exemple, de la situation en Syrie, je n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de complot international, qu'il n'y a pas de complot des médias. Bien. Alors, au moment du printemps arabe, vous partez en Tunisie, puis en Égypte. Quelle est la différence entre les deux révolutions pour vous ? Le grand succès de la Tunisie, c'est d'avoir su poser un acte révolutionnaire sur le plan institutionnel. Ouais. En Égypte, l'armée, l'ancien establishment sont toujours au pouvoir. Ouais. Ensuite, vous allez au Yémen, en Libye. En Libye, vous prenez position contre l'intervention de l'OTAN. Pour vous, on allait simplement y chercher du pétrole. Bon, je pense que c'est évident. En Libye, on s'est trouvé face à une guerre clanique, je n'ose même pas dire tribale, parce que les tribus elles-mêmes se sont divisées. Et très rapidement, on a vu qu'on est arrivé à une solution militaire. On n'a pas perdu de temps à chercher à comprendre, à vérifier s'il y avait bien 6000 morts. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas, ce qui a servi donc d'appui à Alain Juppé pour obtenir la résolution 1973-93. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on était dans une guerre de type néocolonial. Vous pensez que Bernard-Henri Lévy a été un instrument au service des sociétés pétrolières? Écoutez, je pense que Bernard-Henri Lévy n'a pas joué un très grand rôle dans cette histoire. En mars 2011, la Syrie s'embrase à son tour. Vous décidez d'y aller avec un visa de tourisme. Vous pensez que ça ne va pas marcher, mais finalement, vous rentrez sans problème. Là, vous dites, alors que les médias nous présentent la Syrie comme un pays à feu et à sang, j'ai pu circuler librement, discuter avec tout le monde. Il y avait des traces de violence, mais aucun affrontement. Et effectivement, à l'époque, c'était assez calme. Oui. Vous êtes alors catalogué comme un soutien occidental au régime syrien, ce qui fait que vous êtes invité pour un deuxième voyage avec des journalistes chinois, russes et vénézuéliens. Oui, disons que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à 100% pour l'armée syrienne libre qu'on est forcément un soutien du régime. Il est clair néanmoins qu'ayant été sur le terrain, ce qui est le cas de peu d'observateurs, j'avais des informations qui me permettaient d'avoir un discours peut-être un peu moins radical. Et donc j'ai été invité par le régime. Alors, c'est un voyage organisé, mais quand vous vous rendez à Homs, par exemple, vous pouvez quitter sans problème l'hôtel, dans une voiture de location. Vous rencontrez la comédienne Fadwa Souleymane, l'égérie de la Révolution, et vous passez une nuit avec les rebelles. Les rebelles ne sont que des guérilleros mal organisés qui improvisent une révolution, quoi. Et à part quelques kalachnikovs et des grenades à main, ils n'avaient pas grand-chose face à une armée qui est quand même très puissante. Hein, l'armée de Bachar al-Assad, c'est autre chose que l'armée de Saddam Hussein en 2003 ou que l'armée de Muammar Kadhafi. Donc on a là une disproportion des forces qui est quand même colossale. Alors, toujours durant ce deuxième voyage, vous faussez compagnie à votre groupe donc, pour vous rendre à Hama. Vous n'êtes toujours pas expulsé. Non. Alors, au retour, vous défendez le régime d'une certaine façon. Vous dites la population est encore majoritairement du côté de Bachar al-Assad. Vous savez, dans les manifestations qui avaient lieu en soutien du régime à Damas, à Alep, j'ai rencontré des gens que j'ai interviewés, filmés, qui étaient vraiment sincères. On n'était pas dans le système coréen, tous alignés, vive le président. Non, il y avait une sincérité.
Là, vous décidez de faire un 3e voyage en Syrie. Et cette fois-là, vous constatez que la rébellion a pris une nouvelle dimension. Elle a des ordinateurs, une logistique très étonnante, dites-vous. Mais quand vous arrivez à Hama, alors là, c'est Disneyland, hein, tout a été repeint, les vitres ont été changées. Il n'y a même plus une trace de brûlure de pneus sur la route. Exactement. Et aucun manifestant. Les inspecteurs de l'ONU étaient là. Ouais. Donc, évidemment, le régime a voulu montrer bonne figure. Ce que je ne comprends pas, c'est où sont passés les manifestants qui devraient justement intervenir, se manifester maintenant que les inspecteurs sont là. Oui. Et oui. Alors, vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi tout ça. Le lendemain, vous êtes arrêté, vous êtes transféré à Homs, dans un bâtiment où vous entendez des cris et des coups. Et là, vous commencez à prendre peur. Après un interrogatoire très poli, c'est vrai que j'en ai bavé un petit peu cette nuit-là. Donc j'ai été menotté ensuite à une couchette, non pas dans une cellule, mais dans le dortoir des agents de la sécurité. Et ils entraient et sortaient régulièrement et torturaient dans le couloir juste à côté. Oui. Alors là, évidemment, on vous conduit dans un autre bâtiment. C'est le cauchemar. On vous jette dans une pièce où il y a 2 chaises en plastique. Et autour de vous, c'est du sang, des vomissures, des ongles arrachés, des épingles. Voilà, vous êtes au cœur de la torture de Voilà, c'est là que c'est dans ce bureau que j'ai été moi-même fortement molesté, on va dire. Alors, ils trouvent vos clés USB avec des photos de rebelles. Alors, ils vous disent, évidemment, vous fréquentez des terroristes. Ils appellent ça des terroristes. Là, l'interrogatoire commence. Alors, ils vous mettent une chaussette dans la bouche, ce qui ne les empêche pas de vous poser des questions. Donc, on voit bien que ce n'est pas pour obtenir des réponses, mais juste pour vous terroriser. Vous avez les mains attachées à un tuyau au plafond. Ils vous frappent avec un drap mouillé. Ils vous mettent des électrodes. Effectivement, l'électricité, des brûlures, mais comparé à ce que j'ai vu dans le couloir pendant toute la nuit ensuite, heureusement, il n'y avait ni femme ni enfant. Les enfants, j'en ai vu plus tard à Damas, mais qui étaient attachés à travers le couloir, généralement par une jambe et les 2 mains, presque nus, souvent les yeux bandés. Et le pire, je crois, c'est l'électricité, parce qu'on voit vraiment, quand on applique les câbles, la chair qui commence à brûler, à fumer, et puis l'électricité passe à cet endroit-là. L'odeur aussi. Ouais. Un homme a été torturé toute la nuit. On le laissait souffler, on le ramenait à sa cellule, on le ramenait ensuite. Lui, on lui posait des questions, les autres pas. Et j'ai encore son cri dans l'oreille, il n'arrêtait pas de dire « Halas Sidi », ce qui veut dire en arabe « Assez, monsieur, assez, stop, monsieur ». Et toute la nuit, ça a été comme ça, c'était effrayant. Alors, quand il y a trop de cris, ils montent la radio, hein. Je me demandais au début pourquoi, puis j'ai vite compris, pour pouvoir dormir sans entendre trop les cris. Alors là, vous réalisez que vous êtes en face de l'indicible, que vous n'allez jamais repartir vivant. Vous dessinez une croix sur un mur, vous faites votre prière, vous vous confessez, et jusqu'au petit matin, vous attendez votre dernière heure, en fait. Je ne crois pas que je peux dire avoir eu peur. J'ai été surtout complètement désespéré. Je pense que ça dépasse la peur. Ouais. Et à un certain moment, donc, étant catholique, j'ai effectivement... me suis confessé, et puis j'attendais que ça... Je me disais que jamais il me laisserait partir après avoir vu ce que j'avais vu là. Ouais. Alors, le lendemain, nouvel interrogatoire. Là, vous voyez des agents de la sécurité qui jouent avec un vieillard comme avec un ballon de rugby. Et ça, c'était à Damas. Il avait les yeux bandés, il le poussait jusqu'à ce qu'il tombe, et ensuite, des coups, puis on le relevait, c'était reparti. Ouais. Alors, vous retrouverez un petit peu de répit à la prison de Baba Moussala, en compagnie de prisonniers politiques qui vous soignent. Là, vous attendez d'être expulsé. Mais pour être expulsé, il faut un billet d'avion. Et vous n'avez même pas un téléphone pour appeler un ami qui pourrait vous payer ce billet. Et finalement, vos co-détenus soudoient un gardien. Pour avoir un GSM. Donc pendant quelques minutes, on avait un GSM. Et sous une couverture, j'ai pu appeler un ami. Là, vous appelez un ami d'enfance à Bruxelles. Et puis le lendemain, voilà, il y a le consul de Belgique qui vous recueille et vous rentrez en Europe. Alors aujourd'hui, vous connaissez la nature de Bachar el-Assad. En fait, vous dites qu'il ne torture pas pour obtenir des informations, il torture pour terroriser sa population, en fait. Effectivement, quand on torture les gens sans poser de questions, toute la nuit durant, je suppose que... C'est ce qu'on m'ont dit aussi les prisonniers politiques, qu'on rendait les gens, parfois les corps, les cadavres, à leur famille. Et quand on reçoit le cadavre d'un fils ou d'une sœur sans ongles aux mains ni aux pieds, et que voilà, je pense que tout le quartier est au courant et plus personne n'ose bouger. Oui. Alors, vous dites que s'il n'y a pas d'intervention étrangère, Bachar el-Assad finira par l'emporter par la terreur. Depuis le 7 mai, ces élections complètement bidons qui ont eu lieu,
beaucoup de Syriens, d'après ce que j'ai pu récolter comme information quand j'étais encore libre, qui espéraient sincèrement que les choses allaient changer, se sont rendus compte qu'en fait, on était dans la continuité complète. Mais là, il n'y a pas de pétrole en Syrie. Il n'y a pas de pétrole, en effet. Merci de votre témoignage. Je vous remercie. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Nicolas Bedos, dont le livre Journal d'un mythomane volume 2 sort à la rentrée. Jean-François Kahn pour la catastrophe du 6 mai 2012 chez Plomb. Christophe Ondelat, son album Ou pas, est téléchargeable sur son site christopheondelat.com. Fabrice D'Almeida, Ressources inhumaines chez Fayard. Et Pierre Piccinin, merci. Rendez-vous ici la semaine prochaine à la même heure. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.